Salut! Bienvenue sur Histoire de vinyle. Dans la dernière vidéo, j'avais évoqué la possibilité de consacrer un post à la musique canadienne. C'est vrai que pratiquement, énormément en tout cas des vidéos que j'ai consacrées étaient consacrées au rock. Bon, pas uniquement, mais au rock en général, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, bien sûr, avec quelques petites incursions par ailleurs. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir évoqué le Canada, parce que le Canada, c'est une terre très très riche d'un point de vue musical, et bien entendu, je ne vais pas faire le tour de la musique qui a été, qui provient du Canada depuis la fondation du Canada. Bien sûr, nous avons un rapport très étroit, nous Français, avec le Canada, via la communauté québécoise, entre autres, bien entendu francophone, formidable, voilà. Et je pourrais m'étendre, parce que littérature, cinéma, bref. Non, c'est pas l'objet. Non, ici, c'est vraiment d'évoquer, encore une fois, à travers les vinyles que j'ai dans la discothèque. Je ferai une ou deux petites exceptions avec des CD éventuellement, mais disons le rock, dirons-nous, de façon très très générale, entre 1967 et puis aujourd'hui. Alors bien sûr, le Canada, pour la majorité des Français, en tout cas concernant les artistes, les chanteurs, les musiciens, c'est beaucoup Céline Dion, Rock Voisine, Justin Bieber, Alanis Morissette, Garou, et puis pour les un peu plus âgés comme moi, voilà, mes parents écoutaient, il y avait aussi bien sûr Robert Charlebois, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Bon, moi je vais essayer de me consacrer justement sur des aspects qui sont plus du côté folk, rock, dirons-nous, en passant bien sûr, parce que c'est un petit peu ma marotte, je l'ai déjà dit, il se répète, mais oui, le rock psychédélique, mais bien sûr pas uniquement, puisque je vais vous proposer une progression qui est d'ordre chronologique, avec un petit détour vers un label que j'adore de Montréal, bien sûr, que j'ai déjà évoqué, qui est le label Constellation. Donc, c'est ma sélection, encore une fois, de groupes canadiens. Il y a des groupes que je ne vais pas évoquer, soit parce que je ne les apprécie guère, soit parce que je ne les ai pas en vinyle, et puis voilà. Comme par exemple, et j'en vois déjà bondir, qui vont déjà partir en fait, allez c'est fini, je ne veux pas regarder cette vidéo. Par exemple Rush, le groupe Rush, que je ne vais pas évoquer, ni Bachman Turner Overdrive, même si Randy Bachman, bien sûr, je vais l'évoquer par ailleurs. Voilà. Alors l'autre difficulté quand même, allez, petite digression, c'est vrai que c'est pas évident, il y a énormément d'artistes canadiens qui ont fait leur carrière aux États-Unis. Alors, les plus connus, mais ça ne va pas m'empêcher de les évoquer, c'est par exemple Leonard Cohen, bien sûr, qui est né au Québec, c'est Neil Young, évidemment, alors c'est aussi le cas de John Kay and the Sparrows. Je ne vais pas les évoquer pour une bonne raison cette fois-ci. Alors, Leonard Cohen, bien sûr, Neil Young, allez, je vais les évoquer. Mais John Kay and the Sparrows, ils vont aller fonder Steppenwolf à San Francisco. Donc, c'est vraiment un groupe qui est allé se fonder aux États-Unis, donc je ne vais pas l'évoquer. Et puis il y a une autre artiste, c'est le chemin inverse, c'est Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie qui est souvent associée au Canada, parce alors qu'elle est née aux États-Unis de parents états-uniens blancs, elle s'est revendiquée des origines dans la nation Cree du Canada. Bref, donc même si j'adore Buffy Sainte-Marie, je ne vais pas l'évoquer ici. C'était une longue introduction. Alors le premier de la série que je vais évoquer, dans l'ordre chronologique, 1967, c'est le premier album de Leonard Cohen. Alors, poète, dont le titre, dès 1966, Suzanne, est repris par Judy Collins, qui lui vaudra des procès, semble-t-il, pendant un certain temps. C'est un superbe album, c'est le premier album de Leonard Cohen, qu'il enregistre à New York, donc
voilà, d'où la difficulté que j'évoquais à l'instant. Alors ça me permet de faire le lien avec d'autres vidéos, je vais essayer de faire ça tant qu'à faire. C'est qu'il enregistre son album avec un groupe qu'il a rencontré lors l'un de leurs concerts à New York, c'est le Kaleidoscope, bien sûr, dont j'ai fait une vidéo, le Kaleidoscope US, hein, avec Solomon Feldhaus, etc., qui sont sur l'album et qui ne sont pas crédités, en fait, en tant que groupe. Bref, c'est un superbe album, bien entendu, de folk, toujours extrêmement sombre, cette voix, cette poésie. C'est un poète qui a publié des recueils de poésie avant d'enregistrer cet album. C'est un artiste incontournable, bien sûr, canadien, québécois. Je ne sais pas, par contre, peut-être me le direz-vous, s'il parlait le français. Pour le coup, je ne sais pas du tout. En tout cas, superbe album, 1967. Songs of Leonard Cohen. Super. Voilà, vous l'avez vu en incrustation, un album que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos consacrées au garage rock. Le garage rock c'est quoi? Ou alors le garage rock des années 60. Un groupe tout à fait absolument fantastique qui, avec une énergie, une insolence aussi, le groupe de Dave Bingham, The Ugly Ducklings, qui ne réaliseront qu'un seul album en 1967. Le groupe est fondé en 1965, je crois qu'ils sont originaires de Toronto. Ils vont avoir une activité quasi continue entre 1965 et 1974. Ils ont eu quelques succès dans les charts canadiens. D'ailleurs, les Canadiens, enfin les Québécois diraient les palmarès, en fait, canadiens. Et puis ils vont se reformer dans les années 80, et puis Dave Bingham, donc le chanteur, fondateur du groupe, depuis, je crois que c'est depuis 2020 ou 2022, a mis à disposition sur Spotify l'intégralité des enregistrements de The Ugly Ducklings, et la musique, hein, c'est un garage rock extrêmement énergique, je l'ai dit tout à l'heure, ou je l'ai pas dit, et puis je vais le dire, ils sont insolents, voilà, bien sûr, un garage rock teinté de psychédélisme, ce qui fait l'intérêt ici c'est le pressage original sur Yorktown. Il a été réédité cet album, je crois que c'est sur Unidisc. Bref, il est tout à fait disponible pour des sommes extrêmement modiques, superbe album, qui avait plutôt bien, je crois, marché d'ailleurs, dans les palmarès canadiens à la fin, en 1967. Superbe, incontournable. Hop, je l'enlève de la pochette, vous venez de le voir en incrustation. Là, pour le coup, c'est aussi un groupe que j'ai beaucoup évoqué, 1967. Donc je vous invite éventuellement à vous replonger dans les vidéos consacrées au rock psychédélique, mais aussi aux incongruités relativement au rock psychédélique. C'est Intersystems, là on est dans la musique expérimentale d'avant-garde, électronique, avec musique qui pourrait très bien accompagner, disons, des happenings. C'est superbe. Encore une fois, c'est pas toujours évident, puisqu'on a cette côté très expérimental, très avant-garde, teinté de psychédélisme, encore. Dans ce que le psychédélisme a d'aventureux, de très très aventureux, eh bien, vous avez... Number One d'Intersystems, ils ont enregistré plusieurs albums, au moins 3, 67, 68, 68 ou 67, 68, 69. Bref, super la pochette par ailleurs. La pochette quand même c'est important, n'est-ce pas? Bon, magnifique. Vous l'avez vu en incrustation, c'est un album rare dans son pressage original sur le label White Whale. Heureusement, il a été réédité sur Sundazed Records, je crois, dans les années 90 ou 2000. Vous me direz J.K. and Company, Suddenly One Summer.
Le fondateur, alors il y a très peu d'informations sur le... En fait, il n'y a aucune information. Sur, la pochette du disque, il n'y a absolument aucune information. Il faut quand même aller chercher pour découvrir un petit peu qui est à l'origine de cet album absolument magnifique. Bon, je ne vais pas y passer 40 minutes, mais c'est absolument incontournable dans le rock psychédélique canadien. Il a été enregistré à Vancouver, même si J.K.J.A.Y, hein, c'est le prénom de celui qui fonde le groupe et qui est à la tête un petit peu de ce groupe. Il y a Roger Lowe aussi d'un autre groupe qui est Mother Tucker's Yellow Duck, qui est un autre groupe. Je le mets en incrustation parce que je l'ai en CD, je ne l'ai pas en vinyle, qui est vraiment un superbe album de folk rock psychédélique par ailleurs. Il y a un autre musicien qui joue du sitar, donc guitariste, hein, Roger Lowe, c'est Craig McCaw qui va jouer du sitar sur cet album, qui vient d'un autre groupe canadien qui est Poppy Family. Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous en parler parce que je ne connais absolument pas. Donc, alors, même en CD, même... bon, bref. Et je ne suis pas allé chercher sur les plateformes. Alors, cet album enregistré à Vancouver, mais signé par un obscur label qui est le White Whale Records, après qu'il eût été refusé par Capitol Records. Alors ils vont faire une très bonne promotion a priori de cet album, White Whale Records, puisqu'il va apparaître assez bien dans les radios et puis aux États-Unis, hein, et surtout sur la côte ouest, et chez les disquaires. Bref. N'empêche que l'album n'est pas forcément facile à se procurer. Alors, quelle est l'ambiance ici? Alors que, effectivement, le rock psychédélique, parce que là, c'est un monument de rock psychédélique, alors, est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt de folk rock psychédélique? Peut-être plus certainement. Alors, c'est pas du tout un album qui est imprégné de ces grandes, solides guitares, d'un son éventuellement un petit peu lourd, un peu trop emphatique parfois dans ses orchestrations. Non, là, on n'est pas du tout. Il réussit un véritable miracle que de faire un album qui sent extrêmement éthéré, extrêmêmement aérien, onirique. Roger Lowe, le guitariste, par ailleurs brillant, hein, il va avoir quelques interventions, mais ça va pas être le thème. Et clairement, les thèmes sont alors assez sombres, assez mélancoliques, inspirés de la nature, mais aussi l'impermanence, la mort, bref. Et tout ça dans des... clairement sous influence lysergique, oserais-je dire, à découvrir absolument. Je ne vais pas m'attarder sur les différents titres, c'est de bout en bout, c'est un album qui est très court, qui dure une trentaine de minutes. C'est une pure merveille de folk rock psychédélique en provenance du Canada. Magnifique, magnifique à écouter absolument. Tout comme, vous venez de le voir en incrustation, tout comme l'album précédent de J.K. and Company, qui sort en 1968, je ne l'ai peut-être pas dit, celui-ci sort également en 1968. Alors, il est considéré comme un des fleurons du rock psychédélique aux États-Unis, et c'est vrai que c'est un excellent album, par ailleurs unique de ce groupe, qui est Plastic Cloud. Pareil, je crois qu'ils sont originaires de Toronto, avec Mike Cadieux, pour le coup, lui il a vraiment un nom très très français, en tout cas aux consonances françaises, Don Brewer, Brian Medill, Randy Humphrey. Alors le pressage original de cet album, il est paru initialement en 1968 sur Allied Records également, paradoxalement, mais il est quasiment... voilà, c'est un grand collector. Bref, on n'est pas là pour parler de la musique. La musique, eh bien, elle est très clairement, elle puise ses influences du côté des Byrds, période Fifth Dimensions par exemple, mais dans un traitement tout vraiment qui leur appartient. C'est pas les Byrds. Voilà. Moi, ils m'ont fait penser à un autre groupe états-unien qui est Auto Salvage, justement dans la racine folk rock psychédélique, mais je trouve qu'ils ont un son bien à eux, qui est très péchu, avec la fuzz qui est présente sur 2 ou 3 morceaux, la guitare fuzz. C'est vraiment un superbe album. Est-ce que c'est le meilleur album de rock psychédélique en provenance du Canada? En tout cas, il n'est pas loin avec le précédent que j'évoquais à l'instant. Plastic Cloud, fantastique.
Alors, The Paupers. Voilà un groupe. Eh bien, je vais vous présenter leurs deux albums, ils n'ont fait que deux albums. Le premier en 1968 et je crois que le second en 1969. Alors, la pochette est extrêmement, pour le coup, du premier album, qui est Magic People, j'allais dire Magic Carpet, Magic People, Magic Carpet Ride, John Kay. The Paupers, premier album, pochette extrêmement psychédélique, vous vous attendez effectivement à voilà, un déluge de guitares fuzz, etc. Et en fait, l'album se révèle finalement assez décevant. Effectivement, c'est une pop folk, avec parfois quelques interventions à la guitare fuzz. Je trouve qu'il est moins intéressant, ce premier album qui sort en 1968, que le suivant sur Verve Records. Par ailleurs, ils vont avoir un certain succès puisqu'ils vont accompagner des groupes états-uniens dans leur tournée au Canada, etc. Peut-être que leurs prestations sur scène étaient plus intéressantes en tout cas que ce premier album. Pochette effectivement magnifique. Alors bien sûr j'ai fait une critique très sévère dès le début, mais il y a quand même de très très bons titres sur cet album. Mais c'est finalement sur le deuxième que moi je trouve mon compte. Alors encore une fois, il y a des titres qui sont un peu en poulet, je dirais. Voilà. Donc décevant. J'avais déjà évoqué cet album puisque c'est mon préféré des deux. Bon là je vous ai montré les deux, jolie pochette pour le premier, donc Ellis Island des Paupers. Le premier titre sur l'album qui est South Down Road est absolument magnifique. Voilà, c'est un des grands titre de rock psychédélique canadien, sans aucun doute. Et puis, bon, il y a d'autres encore. Ils tombent un peu dans les travers du premier album. Il y a des choses qui sont un peu insipides et d'autres plus intéressantes. Donc, c'est pas un groupe majeur, selon moi, mais c'est un bon groupe. Et leurs deux albums, qui se trouvent pour des prix extrêmement modiques, y compris dans leur pressage original sur Verve Records, méritent d'être, dirons-nous, c'est la formule consacrée, redécouvert. Voilà. Paupers. Vous l'avez vu en incrustation et peut-être que ça ne vous dit absolument rien, ce groupe. Et pourtant, Kensington Market. Ici, je vous présente le deuxième album. Le premier album, je ne l'ai pas. Ils n'ont fait que deux albums. Je ne l'ai pas en vinyle. Kensington Market. Et en même temps, c'est vraiment celui-là. Vraiment, Aardvark. Pas confondre avec le groupe. Je crois anglais, Aardvark par ailleurs. Non, le nom du groupe c'est bien Kensington Market, qui sort cet album en 1969. Et alors là, c'est envoûtant. Le premier titre sur l'album et les 2-3 titres suivants, Help Me, If It's Love, I Know You, et surtout The Thinker sur la première face, vous emporte immédiatement, vous comprenez que ce sont des orfèvres. Les mélodies sont absolument extraordinaires, la voix est... Bien sûr, sur certains titres, vous sentez l'influence des Beatles, période Sgt Pepper, voilà, Magical Mystery Tour par exemple. Parfois aussi sur un titre, les Kings, peut-être, mais sinon, ils pouvaient être que emballés par voilà, le talent d'Orfèvre à ciseler des mélodies pop, folk, psychédéliques absolument sublimes. Et franchement, il y a des titres voilà, qui vous restent entre les oreilles, et c'est un plaisir de bout en bout, même si parfois il y a un côté un peu pop qui peut déranger, mais la voix c'est McKee qui écrit une grande partie des titres également. Il a une voix, et tout est tellement posé, les musiciens sont tellement impeccables. À titre d'anecdote, l'album est produit par Félix Papalardi, du groupe Mountain, hein, bien sûr, aux États-Unis, qui participe à l'enregistrement de l'album, qui intervient sur 2 ou 3 morceaux, une fois à la basse, une fois au piano, je crois, quelque chose comme ça, qui compose 2 titres de l'album, dont le titre le plus long, qui est une pure merveille,
qui est vraiment avec des guitares. Le guitariste, par ailleurs discret, puisqu'il n'est pas sollicité, le guitariste électrique, pas sollicité très souvent, mais très très brillant. C'est le morceau Dorian sur la deuxième phase qui dure presque 7 minutes, qui est magnifique. Je pense que ça peut se procurer extrêmement facilement cet album, mais ne surtout pas s'en priver, c'est un travail d'orfèvre, c'est une pure merveille mélodique, dans les styles que je vous ai donnés tout à l'heure, à découvrir absolument. Bien sûr, ce sont mes goûts, c'est le mix, donc voilà. Très très bien, bravo. Alors là, vous l'avez vu dans l'incrustation, nous sommes dans du lourd. Dans le sens où ce groupe, bien sûr, a eu un succès considérable, et pas qu'au Canada, pas qu'aux États-Unis, en Europe. Moi, à l'origine, je l'ai découvert via un 45 tours qu'avaient mes parents, bien sûr, avec American Woman en première face, et puis sur la deuxième face, il y avait No Sugar Tonight, que j'ai vendu d'ailleurs, ce 45 tours comme les 3/4 des 45 tours que j'avais. Bon, l'album, bien sûr, de Guess Who, c'est American Woman, qui sort en 1970, sachant que bien, le titre éponyme de l'album, lui, sort en 1900, donc en 45 tours en 1969, succès intersidéral, effectivement, avec ces espèces de guitares presque psyché, qui coule comme ça, et qui est une critique ouverte vis-à-vis de la politique impérialiste des États-Unis. En fait, ce morceau American Woman, l'American Woman, ce sont les États-Unis. En fait, voilà. L'album est bon, franchement. Indépendamment des deux titres. Alors, le American Woman commence par une introduction un petit peu bluesy, et puis vous allez retrouver sur le dernier morceau, qui est de la deuxième phase, qui est un vrai blues, et qui se termine quelque part là où vous avez commencé l'album. Le guitariste, je trouve qu'il est dommage qu'il n'ait pas été mis plus souvent à contribution. Le personnage le plus célèbre du groupe, c'est Randy Bachman, bien sûr, qui compose American Woman, entre autres, et qui participe disons, à la composition de la plupart des titres. Alors, il y a de très bons Talisman, par exemple, je trouve que c'est une ballade absolument fantastique, American Woman, bien sûr. Et puis, No Sugar Tonight et New Mother Nature, c'est un medley, les deux sont combinés, alors, ce qui n'était pas le cas sur 45 tours. Et puis, un des titres les plus connus, c'est When Friends Fall Out aussi. Et enfin, le dernier titre, Empty Blues, qui est très bien. Ça fonctionne pas tout le temps, disons, ce American Woman de Guess Who. Bien sûr, ils ont une carrière assez longue. Randy Bachman, que j'évoquais tout à l'heure, lui, il va d'abord fonder un groupe qui a fait 2 très bons albums, je trouve. C'est Brave Belt, en 1971-1972, et ensuite, bien sûr, il va fonder, qui va avoir un succès considérable, qui est Bachman Turner Overdrive, que j'ai en vinyle, mais que je ne vous présente pas, parce que je trouve pas ça. Bref. Vous l'avez vu, premier album de Frank Marino, guitariste, voilà, presque une réincarnation de Jimi Hendrix. Enfin, il souhaite, enfin, en tout cas, il l'a peut-être souhaité, je ne sais pas. Extrêmement brillant aussi, corps, bien sûr, dont Jimi Hendrix est une inspiration considérable, et ça s'entend énormément sur cet album. Frank Marino, qui va, donc Mahogany Rush, qui va enregistrer plusieurs albums. Ici, c'est le premier qui sort en 1972 au Canada, 1973 aux États-Unis. Ici, c'est le pressage états-unien, 73. Maxum. C'est un superbe album de 6 cordes. Et voilà, de rock psychédélique, vitaminé, avec des solos de guitare absolument fantastiques. Voilà, c'est un vraiment, franchement, déjà la pochette est magnifique, l'album est superbe. Voilà, à écouter absolument pour tous les amateurs de 6 cordes, les amateurs de Jimi Hendrix. Je pense que voilà, les Mahogany Rush et Frank Marino, de façon plus générale, à redécouvrir si vous ne connaissez pas, bien sûr.
Alors j'ai fait cette petite exception parce que bien entendu Neil Young est bien canadien, mais il a fait bien entendu sa carrière aux États-Unis avec le Buffalo Springfield de Stephen Stills, mais en solo. Moi j'ai choisi au sein de Crosby, Stills, Nash, qui est un Young, et puis avec le Crazy Horse. Bien sûr, carrière monumentale, artiste absolument fantastique. Mais j'ai voulu l'inclusion parce que la pochette est colorée à l'intérieur, parce que vous ne pouvez pas la voir. L'intérieur de la pochette, et voilà, il y a des motifs floraux qui sont ceux qui sont à l'intérieur du parasol que vous avez là. C'est un album qui est enregistré avec le Crazy Horse, mais pas uniquement, participent aussi des membres du band, The Band, voilà un autre groupe canadien que je n'ai pas évoqué, hein, qui a accompagné Bob Dylan. Et puis aussi, il y a David Crosby et puis Graham Nash qui sont présents sur cet album. Mais effectivement, l'album est extrêmement sombre. La pochette est assez étonnante. Il est à côté de ses pompes, et c'est un petit peu le cas. Il fait le constat de la fin d'une période, c'est la fin de la période hippie, mais aussi, son interrogation relativement justement à la fin de cet univers, bouffé clairement par le show business. Il est aussi dans une rupture, voilà, sentiment, mais voilà, c'est un album extrêmement sombre. Et puis Tonight's the Night qui sortira après, mais qui était enregistré avant, je crois. Lui aussi, il est particulièrement sombre. Neil Young, il va pas très bien. Mais alors, les titres, Motion Pictures, c'est un de mes préférés. Et puis il y a des titres qui s'appellent Revolution Blues, Ambulance Blues, qui est le seul vrai blues de l'album. Il y a un titre, je ne sais plus si c'est Revolution Blues, qui évoque sa rencontre avec Charles Manson, le gourou, bref, super. Alors, pour la période 70, je vais terminer avec un album de rock folk progressif, bien sûr, qui est le groupe Harmonium, qui est un groupe francophone québécois, me semble-t-il, fondé par Serge Fiori. Leur premier album date de 1972, s'il me semble. Celui-ci, si on avait besoin d'une 5e saison. Voilà, c'est ça le titre de l'album. Superbe pochette par ailleurs. Alors bon, ouais, effectivement, je l'ai évoqué dans l'une des vidéos consacrées au rock progressif, en Europe et ailleurs, par ailleurs. Ici, Serge Fiori s'accompagne d'un organiste qui est Serge Lorca, qui est un des premiers, semble-t-il, à introduire le mélotron au Canada, bref, donc qui est au synthétiseur. Donc c'est une ambiance extrêmement, comment dirais-je, extrêmement aérienne, très douce, très tranquille. Bon, ouais, vous voyez bien la pochette. C'est un album tout à fait intéressant pour tous les amateurs, je trouve, de rock progressif, qui sont un petit peu curieux de découvrir. Mais bon, c'est un album qui est très connu, c'est très très bien vendu au Canada. Hein. Je crois qu'il finit au palmarès dans les charts, numéro 5 en 1975 ou 1976. Bref, c'est un très bon album pour tous les amateurs de rock progressif, dans ses versions les plus... je ne vais pas dire sophistiquées, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous renvoie aux vidéos consacrées au rock progressif. Bon, banal. Alors en voilà un, et ben oui, il fallait quand même... Dans le blues, bah oui, il n'y a pas de raison que le blues ne soit qu'aux États-Unis, même s'il naît probablement aux États-Unis. C'est vrai que le Canada n'a pas eu cette tradition de l'esclavagisme, donc et en particulier de l'importation forcée d'esclaves en provenance d'Afrique. Mais le blues, bien sûr, est universel. Et un des représentants canadiens, c'est l'aveugle Jeff Healey, dans son groupe The Jeff Healey Band. Ici, c'est le premier album du groupe, de See the Light, sorti en 1988, qui a eu un succès absolument considérable. Et puis, bon, je l'ai réécouté pour l'occasion, c'est vrai que c'est un très bon album de blues. En plus, il a cette façon de jouer un petit peu particulière, hein, la guitare sur les genoux. Superbe album de blues dans lequel il y a de très belles ballades par ailleurs, et pas uniquement des parties chantées, il y a un instrumental qui est très très bien, je
plus lequel, c'est Nice Problem to Have, je crois peut-être. Angel Eyes, voilà, une superbe balade, bref. Très bon album de Jeff Healey, qui est mort malheureusement très jeune, je crois à 41 ans. Magnifique. Alors, abordons les années, plutôt les années 2000, hein, clairement, avec un groupe que j'ai déjà évoqué, puisque je lui ai consacré une vidéo à lui seul, qui est le groupe Black Mountain, qui est, voilà, qui est absolument sublime. Là, je vous propose le deuxième album, In the Future, qui est clairement dans cet album, effectivement, où les genres sont variés. Je vous renvoie à la vidéo consacrée au groupe Black Mountain, un jour, un groupe, Black Mountain. Les styles qu'aborde le Black Mountain sont extrêmement variés. Alors, ce sont des anglophones, encore une fois. C'est vrai que c'est souvent le cas dans ceux que je vous présente là, c'est pas faux. Mais disons qu'ils font partie des fleurons du rock néo-psychédélique dans l'univers. Et cet album, In the Future, est absolument fantastique. Alors il ne faut pas les réduire au rock néo-psychédélique, puisque ils font aussi, donc il y a une partie metal ou doom qui est vraiment qui est présente dans ce groupe. Mais In the Future, c'est un album absolument fantastique à redécouvrir, gravure magnifique sur le fameux label Jack Jaguar. 2008, la sortie de cet album, mais quelle tuerie totale. Bon, bien sûr, le Black Mountain s'était glissé, donc pas du tout dans la chronologie, c'est pas grave. Ça va me permettre d'aborder un label absolument fantastique que j'adore, qui a produit des groupes extraordinaires. En plus, c'est un label indépendant et très nettement militant, qui milite pas uniquement pour l'indépendance, bien sûr, des musiciens, des labels, mais aussi qui a une action et des revendications politiques très très nettes en faveur des plus démunis, mais aussi qui dénoncent les injustices, en particulier au Proche-Orient, entre autres, mais pas uniquement. Bref, tout ça. Ça me permet d'évoquer tout de suite un des grands groupes de ce label, et à travers un album, bien sûr, je n'ai fait que choisir, qui sort en 2000, avec Black Mountain 2008. Bref, c'est Godspeed You Black Emperor, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, bien sûr, dans une vidéo consacrée au post-rock. Le post-rock, c'est quoi ? Bien sûr, il y a les détracteurs, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent le post-rock, mais je trouve que c'est quand même dommage de ne pas s'accorder une fois de temps en temps la tentative, pour les plus réticents, de réécoute éventuelle, ou d'écoute tout simplement d'un album, d'un de ces groupes majeurs du post-rock, en particulier au Canada, donc Godspeed You Black Emperor. Pourquoi ne pas commencer par le deuxième album studio complet de Godspeed You, qui est... Lift Your Skinny Hands Like Anthony to Heaven, absolument. 4 titres, Storm, Static, Anthony's to Heaven, il y en a un qui m'échappe, bref, des titres qui durent tous plus de 20 minutes. Alors c'est dans le grand classique du post-rock, avec effectivement des morceaux qui commencent dans des ambiances extrêmement ouatées, tranquilles, et puis qui vont procéder par crescendo jusqu'à, bien sûr, une espèce d'apothéose, et comme après le passage d'un orage, ensuite vous avez la musique qui s'apaise, et vous appréciez cette petite pluie fine qui vous tombe dessus, et un ray de soleil, c'est l'automne, je suis inspiré comme vous voulez. Bon bref, fantastique cet album de Godspeed You, bien sûr, Black Emperor. Alors, je vous l'ai dit, Constellation, le label Constellation Records, c'est un label militant, mais au sein duquel il y a une immense solidarité entre les musiciens, qui fait que, eh bien, ils vont jouer les uns avec les autres au sein de différentes incarnations, et donc différents groupes qui vont être tous apparaître sur le label Constellation. Parmi ces groupes, il y a The Silver Mount Zion. Alors il y a The Silver Mount Zion Orchestra and Tralala Band, bref, il y a différents
incarnations. Celui-ci, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 3e album studio qui sort en 2000 de The Silver Mount Zion. This is our punk rock, The Rusted Satellites. Alors, parmi les musiciens, donc, je le disais, il y a Ephraim Manuel Menuc qui est dans Godspeed You, il y a Thierry Amar qui était aussi dans Godspeed You, bassiste, contrebassiste, et Sophie Trudeau aussi dans Godspeed You. Et puis s'adjoignent le Rusted Satellites, The Rusted Satellites. En fait, pour cet album, ils ont formé un chœur, une chorale de 24 voix féminines, masculines, etc., puisées dans les différents musiciens, mais pas uniquement au sein de Constellation. Et bref, vous avez 4 titres qui durent plus de 10 minutes chacun sur cet album. Là, cette fois-ci, il y a des parties chantées, très nettement, contrairement à Godspeed You, qui est instrumental, pour l'essentiel. C'est vraiment, c'est absolument... ça contraste bien entendu avec Godspeed You, mais on n'est quand même pas très loin de la philosophie. C'est tout à fait magnifique. C'est un superbe album de The Silver Mount Zion. Ephraim Manuel Menuc continuera dans les années 2010-2020 par des albums solo qui sont pour la plupart tout à fait intéressants. Bref. Un autre groupe. Alors, c'est pas un groupe. N'importe quoi, vite. N'importe quoi. Non, c'est le nom, disons, de cette incarnation, c'est Paul Pau, derrière lequel vous avez donc un artiste qui est basé à Montréal également, tout comme les groupes précédents, qui est Sandro Perry. Là, c'est sur le label Constellation, encore une fois. Alors là, cette fois-ci, on est plus dans une approche de musique effectivement assez sombre, assez mélancolique, mais électronique, assez éthérée. C'est tout à fait... Donc ce sont des instrumentaux pour l'essentiel. Je dois vous avouer que je l'ai écouté, ça fait un petit moment, ça doit faire 2 ou 3 mois que je l'ai réécouté. J'ai pas fait mes devoirs, j'aurais dû le réécouter complètement. Mais c'est tout à fait passionnant. Sandro Perry, lui, il a une carrière solo derrière, Paul Pau, qui est tout à fait importante. C'est vraiment un des musiciens de la scène électro au Canada qui est extrêmement important. Cet album, il est absolument superbe sur Constellation. Il sort en 2003, il me semble. Alors, j'ai évoqué Do Make Say Think, bien entendu, autre groupe sur le label, le groupe de Justin Hall, de Charles Perrin, etc. Sur Constellation, je vous présente le dernier album 2017, il me semble que je l'ai déjà évoqué, mais j'ai préféré partir du dernier qui est magnifique. Je vous invite vivement à découvrir Do Make Say Think, voilà un grand groupe. Eux, je crois qu'ils sont originaires je crois pas qu'ils soient originaires de Montréal, je crois qu'ils sont originaires de Toronto, et bon, ça a vérifié, je dis peut-être une énorme bêtise, comme d'habitude, bref. Superbe, et ça va me permettre d'aborder un autre groupe qui n'a jamais signé sur Constellation, mais qui a enregistré dans le studio dans lequel beaucoup d'albums ont été enregistrés, de Godspeed You, de The Silver Mount Zion, de Do Make Say Think, et puis j'en passe, c'est des meilleurs, c'est Hotel to Tango. Même, il me semble que Yo La Tengo a dû enregistrer aussi Hotel to Tango. Je l'aborde, vous allez le voir dans une seconde dans l'incrustation, ce groupe canadien. Alors, vous l'avez vu, bien entendu, groupe immensément célèbre qui a eu énormément de succès, mais je pense amplement mérité, en particulier. Donc, au cœur du groupe, il y a Win Butler et Régine, sa compagne, Régine Chassagne. Ils sont originaires de Montréal et ils vont fonder Arcade Fire, et je vais vous présenter, très succinctement, c'est le 3e album du groupe, je crois, c'est Funeral. Il a été enregistré à Hotel to Tango, à Montréal. Au sein de ce groupe, vous allez retrouver des musiciens et musiciennes qui vont les accompagner un certain temps, comme par exemple Sarah Neufeld, que je vais évoquer, violoniste, mais aussi vous retrouvez l'enregistrement de cet album, vous avez Sophie Trudeau qui est présente également, donc de Godspeed You, de The Silver Mount Zion, etc., qui est présente également. Vous voyez que c'est une communauté, clairement, ces musiciens de Montréal. C'est un album absolument extraordinaire.
Alors, on n'est pas du tout dans le post-rock, là on est vraiment dans le pop, la pop rock en fait, mais d'une efficacité, et puis surtout il y a quelque chose qui est extraordinaire dans cet album. Bien sûr, c'est une musique qui est extrêmement rythmée, mais qui est empreinte énormément de douleur. Ça s'entend dans le chant de Win Butler d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il pleure en même temps qu'il chante, clairement, avec cette voix un petit peu aiguë. Mais malgré tout, alors le titre de l'album, un Funeral, il semblerait que ce soit parce que plusieurs des musiciens, dont Win Butler, dont Régine Chassagne, aient perdu un membre de leur famille l'année qui a précédé l'enregistrement de l'album, ou l'année 2, l'enregistrement de l'album, bref. Donc il y a quelque chose de douloureux, une tristesse qui s'entend, mais il y a une telle énergie positive qui se dégage, que chaque morceau est un vrai bonheur à écouter, c'est un vrai plaisir, ça vous donne une énergie absolument considérable. Bien sûr, ils ont plusieurs très très bons albums, j'ai choisi celui-ci, Funeral 2004, extraordinaire. Leur dernier album qui vient de sortir, je crois en 2025, j'ai jeté une oreille extrêmement distraite, mais ça m'a pas convaincu du tout, mais bon, après, on n'écoute pas les albums, les disques avec une oreille distraite. Ok. Bref, celui-là, c'est quelque chose. Autre artiste, bien sûr, canadienne, c'est Leslie Feist. J'ai pas la prononciation, avec ce superbe album qui est Metals, qui sort Vince en 2011, voilà. Là pour le coup dans la chronologie je suis pas trop mal. J'adore cet artiste qui est plus du côté de la folk, effectivement, folk rock, tout à fait magnifique, avec des titres que j'adore, Undiscovered First, Et bon, en fait, c'est tout un tas il y a souvent des ballades assez rock. Quand elle enregistre cet album, après une interruption de plusieurs années, je crois, et elle revient avec une... c'est absolument super. Moi, j'adore Leslie Feist. Voilà. Vous êtes dans voilà, une espèce de folk pop rock qui est tout à fait efficace, et elle a une voix magnifique. Elle sait s'entourer d'excellents musiciens, et je crois que voilà, Metals, super. Je vais terminer la partie rock. C'est bien. Oui, j'avais dit une vingtaine d'albums, la présentation. Donc, avec cette violoniste qui a accompagné en concert, qui est présente sur l'album Funeral de Arcade Fire, c'est Sarah Neufeld. Et si c'est est-ce que c'est son deuxième album solo? C'est Hero Brother. Alors, elle a été la compagne pendant un certain temps de Colin Stetson, que j'ai déjà évoqué, qui est un saxophoniste qui joue de la basse, le basse saxophone, qui est donc une espèce d'instrument tout à fait énorme lui-même sur scène. Pour l'avoir vu sur scène, c'est quelqu'un qui est galbé, quoi, parce qu'il faut quand même... Voilà, et puis qui pratique le souffle circulaire, et donc qui a une approche très expérimentale, très avant-garde de la musique, qui lui aussi a été un musicien sur scène pour Arcade Fire, mais pas uniquement, hein, il a accompagné Tom Waits par exemple en studio, bref. Et là, elle a une approche qui est très stetsonienne, dirais-je. Donc au violon, une musique quasi improvisée, expérimentale, mais c'est passionnant. C'est comme Colin Stetson, donc par ailleurs, qui lui aussi... Donc c'est un états-unien, Colin Stetson, pourquoi je ne l'ai pas évoqué, même s'il est... Voilà, c'est fait partie de ceux qui sont états-uniens, qui sont allés au Canada, puisqu'il est basé à Montréal, qui a enregistré plusieurs albums sur le label Constellation, encore une fois, que j'adore, mais j'ai choisi de ne pas évoquer. Elle est bien canadienne, et donc il y a un album avec Colin Stetson, justement, je l'ai là sur la table, et puis je ne vais pas le chercher, il est trop loin. Et puis, hop, c'est celui-ci, avec Colin Stetson, j'ai eu le billet de concert. C'est passionnant, c'est magnifique. Si vous avez une oreille curieuse et que vous voulez aller vers l'avant-garde, bien sûr, ce n'est que instrumental. C'est tout à fait fantastique. Hero Brother de Sarah Neufeld. Voilà.
Je vais quand même terminer parce que ça a baigné mon enfance, je dois l'avouer. Difficile de ne pas avoir à un moment ou à un autre, je l'évoquais en introduction, entendu bien sûr Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, etc. Bref, ces grands, par ailleurs militants, certains d'entre eux qui ont milité pour l'indépendance de Québec vis-à-vis du Canada. Bon, bah c'est ce double album que pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient curieux, qui est un concert, qui est J'ai vu le loup, le renard, le lion, c'est probablement un des albums les plus faciles à se procurer, qui a une énergie tout à fait considérable, où chacun va jouer de son côté quelques-uns des morceaux les plus célèbres de Gilles Vigneault, de Félix Leclerc, et puis bien sûr Charlebois va les accompagner à un moment ou à un autre, et puis ça se termine bien sûr sur le glorieux Quand les hommes vivront d'amour, c'est superbe. Je sais pas de quand ça date par contre, c'est dans les années 70 cet album. Voilà, il fallait quand même terminer sur une note un petit peu francophile, dirons-nous. J'espère que ça vous a encouragé à aller découvrir certains de ces groupes. Voilà, le Canada, c'est une source extraordinaire. Il y a un groupe que j'ai pas évoqué, qui est The Haunted, Vapor Mauve, donc qui ont repris bien sûr des titres de Jimi Hendrix, qui ont été réédités sur la label Eva, que je n'ai qu'en CD, voilà, j'ai complètement oublié d'en parler, et ben ça n'apparaîtra pas, voilà, et comme ça. Allez, Vince, it's me, cares about you. À la prochaine.